Ok, bienvenue à l'émission en classe sur ORTM. Le cours de ce matin porte sur l'argumentation. Il s'agit bien évidemment de l'argumentation rhétorique et de l'argumentation philosophique. Voyons donc la situation problème. Après avoir rendu les notes d'un devoir de philosophie à ses élèves, le professeur fait les observations d'ordre général sur l'enseignement de la philosophie au Mali afin de leur donner des conseils. Il constate que deux écueils gangrènent l'enseignement de la philosophie au lycée, à savoir insuffisance de la maîtrise de la langue, qui est l'outil de communication, et l'insuffisance de la maîtrise de la logique comme instrument de la science. Donc, pour les encourager à éviter ces deux écueils, il entreprend de leur donner un cours magistral sur l'argumentation. Voyons donc le plan de notre cours. Le cours là est subdivisé en trois parties. L'activité numéro 1 va porter sur l'élucidation conceptuelle. L'activité numéro 2 porte sur la typologie. Et enfin, l'activité numéro 3 porte sur les stratégies argumentatives. Voyons donc la synthèse de l'activité numéro 1. Élucidation conceptuelle. Consigne. À partir de tes recherches, définis les concepts suivants. Argumentation, rhétorique, démonstration. Voyons la synthèse partielle. C'est quoi d'abord l'argumentation? Venons d'abord à l'étymologie. Le mot argumentation vient donc du latin argumentum. Argumentum, c'est quoi? Ça signifie la preuve. Mais malgré cette définition étymologique, l'argument n'est pas en réalité une preuve, mais c'est une pièce dans le mécanisme de l'argumentation, un maillon du raisonnement qui sert à étayer la thèse, à convaincre l'interlocuteur de la validité, de sa validité, et non à garantir en fait la véracité. D'ailleurs, le mot argument, vous voyez, tout comme le mot argent, dérive de mots plus anciens qui désignaient originellement ce qui brille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a lieu de clarifier, de rendre plus clair, plus manifeste ce qui est implicite ou ce qui est latent. Donc, après la définition étymologique du mot argumentation, voyons maintenant les autres sens. C'est quoi une argumentation? C'est un discours destiné à convaincre de la validité d'un propos. Elle prend en compte un interlocuteur réel ou fictif dont elle veut obtenir l'adhésion. Donc, dans une argumentation, on distingue d'abord la thèse. La thèse, c'est quoi? C'est dont on parle. Ensuite, je vais dire le thème d'abord, c'est dont on parle, et la thèse, ce que le locuteur soutient comme opinion. Les arguments sont le plus souvent illustrés par des exemples, parce que ce sont les exemples qui rendent les arguments concrets. Alors, ces expériences peuvent être tirées de plusieurs sources. On peut voir par exemple, ça peut être tiré de l'expérience personnelle du locuteur, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Ensuite, ça peut être tiré d'événements historiques. Il faut faire recours à l'histoire pour pouvoir tirer certains exemples. Les exemples peuvent aussi être tirés des données économiques, c'est-à-dire statistiques. Enfin, les exemples peuvent être tirés d'œuvres de philosophie ou bien de littérature. Toujours continuons avec l'élucidation conceptuelle. Mais cette fois-ci, venons à la définition du mot rhétorique. C'est quoi la rhétorique? Voyons d'abord sa définition étymologique. Vous voyez ici du latin rhetorica. Rhetorica lui-même vient du grec rhétorique. Ça veut dire quoi? Art oratoire. La rhétorique donc est l'étude et l'art de bien parler, de bien s'exprimer. Quels sont maintenant les autres sens du mot rhétorique? Elle est une branche de la philosophie consistant dans l'art de l'éloquence et de la persuasion. Au sens où l'entendent les anciens, elle est une théorie de l'argumentation. Elle serait née dans la Grèce antique de la nécessité de codifier l'art des plaidoyers. C'est quoi les plaidoyers? En réalité, ce sont des demandes solennelles et politiques adressées à des autorités pour obtenir leur consentement par rapport à la résolution d'un quelconque
problème. Voyons maintenant quelques définitions données par des philosophes eux-mêmes. Vous voyez ici Aristote. Qu'est-ce qu'il dit de la rhétorique? Il dit que la rhétorique est la faculté de considérer pour chaque question ce qui est propre à persuader. Ça veut dire qu'il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir convaincre son interlocuteur. Pour Arthur Schopenhauer, donc ce philosophe allemand du 19e siècle, la rhétorique c'est quoi? La rhétorique est la technique du discours public. Ok, ceci dit maintenant, continuons toujours avec l'élucidation conceptuelle. Quels sont les éléments de la rhétorique traditionnelle? Traditionnellement, la rhétorique comportait 5 parties. D'abord, l'invention. Les Grecs appelaient inventio. C'est quoi l'invention? L'invention est l'art de trouver les idées qui serviront d'argument pour convaincre. Parce que si vous avez l'intention de convaincre, la première étape consiste à d'abord regrouper les idées qu'il faut. Sans les idées, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de possibilité de convaincre. Parce qu'il faut se baser sur ces idées pour pouvoir convaincre son interlocuteur. Mais il ne suffit pas que d'avoir des idées. Si vous avez des idées, il faut aussi les avoir bien disposées. Donc, il faut mettre les idées en ordre de telle sorte que dans votre intervention, il n'y ait pas de faillite dans la volonté de convaincre. Si vous voulez vraiment réussir votre entreprise de persuasion, il faut avoir bien disposé les idées. Ensuite, la troisième composante, c'est quoi? C'est l'élocution. L'art de trouver les mots qui permettent ou qui mettent les arguments en valeur. Il faut choisir les mots qui peuvent convaincre le plus, les mots à leur juste place. Enfin, ou bien je dis l'action. L'action, c'est quoi? C'est le ton et la gestuelle qui séduisent l'auditoire. À chaque discours, il y a une forme de gestuelle et de ton qu'il faut adopter. Exemple, je suis homme politique. Vous devez encourager vos troupes à aller en guerre. Vous ne pouvez pas dire, voilà, on va taper fort. Ça, ce n'est pas une gestuelle qui corresponde à l'action à entreprendre. Au temps fort, à un événement fort, il faut une gestuelle forte, une gestuelle de violence. Et quand vous avez le devoir de réconciliation, de faire entendre des gens qui sont en clivage, vous devez prendre d'autres attitudes qui ne sont pas forcément la force. Donc, à chaque type de discours, à chaque auditoire, à chaque circonstance, correspond une gestuelle particulière. Enfin, venons à la mémoire. La mémoire, c'est quoi? Je ne peux pas avoir mon discours devant moi et puis me mettre à lire. Voilà ce que... Non, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que vous devez avoir maîtrisé les grandes lignes de votre discours. Vous devez les avoir mémorisées pour ne pas à recopier ou à lire sur la copie chaque fois que de besoin. Donc, il faut avoir les grandes lignes de votre discours pour ne pas donner l'impression d'un lecteur. Toujours, nous continuons avec l'élucidation conceptuelle. Cette fois-ci, il y a lieu de faire la distinction entre argumentation et démonstration. Qu'est-ce qui distingue la démonstration de l'argumentation? Voilà ce qu'on peut dire. Une démonstration vise toujours à établir la vérité. Telle est la définition donnée par Paul Robert dans le Grand Dictionnaire de la langue française. Démontrer, c'est donc montrer la véracité d'une pensée. Par contre, c'est quoi l'argumentation? Ce que l'argumentation vise, ce n'est pas forcément la vérité. L'argumentation vise la persuasion.
l'argumentation vise la persuasion, tandis que la démonstration vise la vérité. De là donc, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? C'est qu'on peut convaincre sans avoir raison, tout comme on peut avoir raison et ne pas pouvoir convaincre. Donc dans la démonstration aussi, on a besoin d'une part d'argumentation, pour autant qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour convaincre. Il faut savoir aussi montrer qu'on a raison, convaincre qu'on a raison. Ceci dit, venons maintenant à l'activité numéro 2 qui parle de la typologie, comme on avait annoncé plus haut. Quels sont les types d'arguments d'abord? Il existe des arguments logiques. C'est quoi un argument logique? Un argument logique, en fait, c'est un argument qui fait appel à la raison de l'interlocuteur. Exemple, je dois lui montrer que 1 et 1 font 2. Je n'ai pas besoin de toucher à ses sentiments, il lui suffit de réfléchir et me comprendre. Il y a des arguments d'expérience. Les arguments d'expérience, c'est quoi? Vous savez déjà, qui parle d'expérience parle de la pratique. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on a expérimenté? Qu'est-ce qu'on avait essayé? Donc, ces arguments se basent sur, par exemple, des locutions comme « l'expérience montre que ». Il y a aussi des arguments d'autorité. L'argument d'autorité fait en fait référence à des personnes célèbres qui, en réalité, sont considérées comme des personnes assez imposantes, soit sur le plan culturel, soit sur le plan politique, soit sur le plan scientifique. Exemple, Aristote a dit, le journal Le Monde a écrit, etc. Ce sont des arguments d'autorité. Nous avons aussi les arguments ad hominem. C'est quoi les arguments ad hominem? Plutôt que de s'appuyer sur les idées que l'interlocuteur avance, au contraire, on s'attaque à la vie privée du locuteur. Là, du genre, on vous connaît, vous avez été ceci, vous avez été cela dans le passé, aujourd'hui c'est vous qui venez essayer de convaincre les gens. Il ne s'agit pas de dire là, il s'agit de voir essentiellement quelles sont les idées que la personne a émises pour pouvoir vous convaincre. S'il s'agit de fouiller dans le passé de l'individu, vous trouverez que personne n'est pur. Donc, continuons toujours avec la typologie. Cette fois-ci, on va voir les types de raisonnement. Le locuteur peut adopter différents types de raisonnement. Quels sont ces types de raisonnement-là? D'abord, voyons le raisonnement inductif. C'est quoi le raisonnement inductif? Ici, le locuteur part d'un cas particulier pour en tirer une règle générale. Mais ce raisonnement inductif peut être affirmatif, peut être négatif partiel, peut être négatif absolu. Sans entrer dans le détail, venons aux exemples. Voyons, exemple. Isaac est bipède. Il est un homme. Donc, tous les hommes sont bipèdes. Là, vous voyez, je pars du cas particulier qui est Isaac. Ensuite, d'un cas intermédiaire où, en tant qu'Isaac, il fait partie de l'humanité. Enfin, nous constatons qu'il y a un lien entre le fait d'être humain et la bipédie. Donc, nous sommes partis d'un cas particulier pour tirer une conclusion générale. Ce genre d'argumentation est inventé par Aristote dans l'Antiquité. On appelle ça le syllogisme. C'est quoi le syllogisme? Le syllogisme est un raisonnement à 3 propositions. La majeure, la première proposition donc s'appelle majeure. La deuxième proposition s'appelle mineure. Et la troisième proposition s'appelle conclusion. Ici, nous sommes en train de procéder par raisonnement inductif affirmatif. Mais le raisonnement inductif peut aussi être négatif. Exemple, Isaac
n'est pas méchant. Il est un homme. Donc, aucun homme n'est méchant. Là, c'est encore attributif, mais négatif. Négatif parce que, déjà, vous voyez, la négation n'est pas. Isaac n'est pas méchant. Et la conclusion qu'on en tire, c'est quoi? C'est qu'aucun homme n'est méchant. Mais on passe par une proposition intermédiaire qui fait d'Isaac un homme. En tant qu'il est homme, donc il n'est pas méchant. Ça, c'était le raisonnement inductif. Passons maintenant au raisonnement déductif. C'est quoi le raisonnement déductif? En fait, c'est un raisonnement qui part d'une proposition d'ordre général pour venir à une conclusion d'ordre particulier. Là, vous voyez ici, exemple, partons toujours avec le syllogisme. Tous les hommes sont des bipèdes. Isaac est un homme, donc Isaac est bipède. Vous voyez que c'est l'inverse du raisonnement inductif. Pendant que dans le raisonnement inductif, nous avons commencé par l'idée que Isaac est bipède. Ici, nous concluons par l'idée que Isaac est bipède. Donc là, nous sommes partis du général au particulier. Toujours l'exemple numéro 2. Cette fois-ci, déductif, mais négatif. Mais cette fois-ci, c'est négatif partiel. Tous les hommes sont mortels. Dieu n'est pas mortel. S'il n'est pas mortel, c'est qu'il n'est pas un homme. Parce que la mortalité est inhérente à tous les hommes. Après donc le raisonnement déductif, le raisonnement inductif, nous allons voir en petit 3 le raisonnement par analogie. C'est quoi le raisonnement par analogie? Si le locuteur veut prouver la validité de son propos en s'appuyant sur une comparaison avec une autre réalité, on parle alors de raisonnement par analogie. Exemple de raisonnement par analogie. L'homme a 2 pieds. La poule a 2 pattes. Donc l'homme et la poule sont des bipèdes. Vous voyez, la conclusion qui est tirée ici est partie d'une comparaison entre l'homme et la poule, en fonction de leur ressemblance ou en fonction de leur dissemblance. Passons maintenant à l'activité numéro 3. Cette fois-ci, on va parler des stratégies argumentatives. Voyons la consigne. À partir de tes propres lectures, tu identifies les stratégies argumentatives que tu connais. Donc, toute argumentation s'appuie sur une stratégie, c'est-à-dire une démarche scientifique choisie en fonction de la thèse à soutenir et de l'interlocuteur à convaincre. En général, on dénombre les stratégies suivantes. Soutenir une thèse. Soutenir une thèse. C'est quoi? Cette stratégie consiste à déployer des arguments qui montrent le bien fondé de la thèse soutenue par le locuteur. Après, nous avons réfuté une thèse adverse. C'est une autre stratégie. La seconde stratégie consiste à réfuter une thèse adverse. Dans ces cas, le locuteur s'attache à dévaloriser, à décrédibiliser les arguments de son interlocuteur. Il emploie donc des contre-arguments, des contre-exemples. Il souligne les faiblesses du raisonnement de son adversaire. On peut aussi faire mine d'adhérer à la thèse adverse. En réalité, on ne partage pas son point de vue, mais c'est par ironie qu'on essaie de lui faire montrer qu'il a tort. Cette stratégie consiste à développer donc la thèse adverse pour mieux en montrer les incohérences. Voyons un exemple. Par exemple, comment Montesquieu ici ironise l'esclavage. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Vous voyez ici le paradoxe qui est là. Quand vous regardez a priori, vous avez l'impression que Montesquieu est pour l'esclavage. Il n'en est rien. Il n'est pas pour l'esclavage. Pourquoi? Vous voyez ici, Dieu est un être sage, très sage. Imaginez comment le sage peut être injuste. Ce n'est pas possible. Donc en réalité, il y a une incohérence dans la sagesse divine et dans
la création des êtres qui sont noirs avec une mauvaise âme. Ce n'est pas possible. Ce qui est absolument bon ne peut que créer du bon et non du mauvais. Enfin, nous avons aussi une dernière stratégie qui consiste à faire des concessions à la thèse adverse. Cette fois-ci, je n'approuve pas totalement la thèse de l'adversaire. Je ne nie pas non plus totalement la thèse de l'adversaire. Je montre seulement qu'il y a des aspects qui sont valables, mais il y a des aspects qui sont en faille et qu'il faut reconstruire. Voilà donc expliqué brièvement le cours sur l'argumentation. Merci de votre écoute attentive.